J'ai tout perdu 3 fois. La première, j'ai voulu mourir. La deuxième, j'ai appris à pleurer. La troisième, j'ai compris que ce qu'on perd n'était jamais vraiment à nous. Ce livre n'est pas une leçon, c'est un carnet de chute. Bienvenue dans la parole du soir. Ce soir, vous n'allez pas apprendre à réussir, mais à tomber sans vous briser. Je m'appelle Alexis Vanier. Je suis né en 1945, dans un monde qui se reconstruisait à peine. J'ai construit le mien, lentement, avec mes mains, mon travail, mes espoirs. Une entreprise, une famille, une maison au bord de la Loire. Puis, la vie a tout repris. 3 fois, faillite, feu, maladie. Aujourd'hui, il ne me reste presque rien, sauf quelque chose que personne n'a pu m'enlever. Et c'est précisément cela que je vais vous transmettre ce soir. On nous prépare à conquérir, jamais à lâcher. Depuis l'enfance, tout nous pousse vers l'accumulation. Des notes, des biens, des relations, des certitudes. On nous parle de réussite comme d'un sommet à atteindre, jamais comme d'un équilibre à maintenir. Alors on avance avec l'illusion que ce que l'on construit nous appartient pour toujours. Et puis un jour, sans prévenir, quelque chose cède. Une perte, puis une autre. Et soudain, tout ce qui semblait solide révèle sa fragilité. J'ai connu ces moments où le sol disparaît sous les pieds. J'ai vu mes certitudes se fissurer, mes repères s'effondrer, mes attachements se dissoudre. Et dans ce vide, une vérité étrange s'est imposée. Perdre n'est pas l'opposé de vivre. C'est une partie de son mécanisme le plus profond. Ceux qui n'ont jamais perdu vivent à la surface. Ils confondent stabilité et sécurité, possession et identité. Ils ignorent que tout peut basculer. Perdre, en réalité, est une initiation, une traversée rude mais lucide. Elle arrache les illusions, elle dépouille, elle met à nu. Et dans ce dépouillement, quelque chose apparaît, quelque chose qui ne dépend plus de ce que l'on a, mais de ce que l'on est. Ce livre n'est pas une théorie, c'est un passage. 7 étapes, 7 chutes, 7 compréhensions nées dans la poussière. Rien n'a été prémédité, tout a été vécu. Voici ce que les effondrements m'ont laissé quand ils ont tout repris. La première chute. Ce qu'on perd n'était pas à nous. 1987 ne s'est pas annoncé comme une année de chute. Rien ne tremblait encore. Les machines tournaient, le bois sentait la vie, les commandes arrivaient, les ouvriers riaient entre deux planches à raboter. Tout semblait solide, installé, presque définitif. C'est cela, le piège le plus subtil. Quand tout fonctionne, on commence à croire que tout est acquis. On ne le dit pas, mais on le ressent. Une certitude silencieuse s'installe, une forme de propriété invisible. Ce que j'ai construit devient ce que je suis. Ce que je possède devient ce que je mérite. Et lentement, sans bruit, la confusion s'installe. Je ne me souvenais plus du moment précis où j'avais commencé à dire « mon entreprise » avec autre chose que de la fierté. Il y avait désormais, dans ces mots, une forme d'attachement plus profond, presque organique. Comme si ce lieu, ces murs, ces outils, cette activité n'était plus simplement une création extérieure, mais une extension de moi-même. Chaque contrat signé validait mon existence. Chaque facture payée confirmait ma valeur. Je n'étais plus un homme qui dirige une entreprise, j'étais devenu cette entreprise. Alors quand les premières fissures sont apparues, je ne les ai pas vues. Ou plutôt, je ne voulais pas les voir. Quelques retards de paiement, des clients qui disparaissent, des charges qui s'alourdissent. Rien d'alarmant, pensais-je, rien d'inhabituel. L'esprit trouve toujours des excuses pour protéger ce qu'il refuse de perdre. Il réorganise la réalité pour éviter l'effondrement intérieur. Puis un matin, ce ne furent plus des signes, ce furent des faits. Les chiffres ne discutaient de plus, les comptes ne se redressaient plus. Les dettes avaient pris le dessus, lentement, patiemment,
comme une marée invisible qui monte sans bruit jusqu'à recouvrir la terre ferme. Et ce jour-là, quand les huissiers ont franchi la porte, ce n'est pas seulement une entreprise qu'ils sont venus fermer, c'est une illusion qu'ils sont venus briser. Je me souviens du silence après leur départ, un silence lourd, dense, presque matériel. Le bruit des machines avait disparu, les voix aussi. Il ne restait que l'écho de ce qui avait été. Et au milieu de cet espace vide, quelque chose en moi s'est effondré. Pas un cri, pas une colère, une déchirure profonde, intime, comme si on venait d'arracher une partie de moi, parce que je croyais que c'était moi. C'est cela que personne ne dit. On ne souffre pas seulement de ce qu'on perd, on souffre de ce qu'on croit être en train de disparaître avec ce qu'on perd. La douleur n'est pas dans la perte matérielle, elle est dans la confusion identitaire. On croit perdre un objet, une situation, un statut. En réalité, on croit perdre soi-même. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je marchais, je respirais, je mangeais, mais quelque chose avait disparu. Une forme de consistance, comme si mon existence s'était vidée de son contenu. Qui suis-je sans cela? À quoi je sers? Quelle est ma place maintenant? Ce sont des questions qui ne trouvent pas de réponse immédiate, parce qu'elles sont mal posées. Elles partent d'une erreur, croire que notre valeur dépend de ce que nous avons construit à l'extérieur. J'ai passé des heures assis dans ce hangar vide, pas à réfléchir, à ressentir. La chute ne se comprend pas, elle se traverse. Et lentement, très lentement, quelque chose a commencé à apparaître sous les décombres. Pas une réponse claire, une sensation, presque imperceptible. Mes mains, je les regardais, elles n'avaient pas changé. Elles étaient toujours là. Les mêmes mains qui avaient construit, réparé, ajusté, créé. L'entreprise était partie, mais la capacité de créer n'était pas partie avec elle. Et cette évidence, aussi simple qu'elle soit, a commencé à fissurer la douleur. Si ce que j'ai créé peut disparaître, mais que ma capacité à créer reste, alors peut-être que je ne suis pas ce que j'ai créé. Cette idée ne libère pas immédiatement. Elle dérange d'abord, parce qu'elle oblige à regarder en face une vérité que l'on évite toute sa vie. Rien de ce que nous possédons ne nous appartient réellement. Tout peut être repris, tout peut être détruit, tout peut disparaître. Ce que nous appelons à nous est en réalité en prêt. Et pourtant, au lieu de vivre avec cette lucidité, nous faisons l'inverse. Nous nous attachons, nous nous identifions, nous fusionnons, nous mettons notre identité dans des choses instables, temporaires, fragiles, et nous appelons cela construire sa vie. Mais construire quoi, exactement? Un château de cartes reste un château de cartes, même si on y a mis 15 ans. Le vent n'est pas injuste, il est simplement ce qu'il est. Ce que cette chute m'a appris ne s'est pas révélé en un jour. Cela a pris du temps, de la résistance, de la colère aussi. Parce qu'une partie de moi refusait d'accepter cette réalité. Une partie voulait récupérer, reconstruire à l'identique, prouver que ce n'était qu'un accident. Mais la vie ne répète pas, elle transforme. Et à mesure que les jours passaient, une séparation intérieure s'est faite. Subtile, mais réelle. J'ai commencé à distinguer deux choses que je confondais depuis toujours, ce que je suis et ce que j'ai. Cette distinction paraît simple. Elle ne l'est pas, parce qu'elle ne se fait pas avec la tête. Elle se fait avec l'expérience. Tant que vous n'avez pas perdu quelque chose d'essentiel, vous ne pouvez pas vraiment comprendre cette différence. Vous pouvez l'entendre, la lire, la répéter, mais vous ne la ressentez pas. La perte, elle, ne demande pas votre accord. Elle vous montre. Elle vous prend ce que vous croyez être vous, et elle vous laisse face à ce que vous êtes vraiment. Et ce face-à-face est brutal, parce que sans les rôles, sans les titres, sans les possessions,
Il ne reste rien de familier. Mais ce rien n'est pas un vide. C'est un point de départ, un espace où quelque chose de plus réel peut apparaître, quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, quelque chose qui ne peut pas être saisi, mais qui peut être reconnu. Ce jour-là, dans ce hangar vide, je n'ai pas trouvé de solution, je n'ai pas trouvé de plan, je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai trouvé une fissure dans mon illusion. Et cette fissure a été le début de ma reconstruction. Pas extérieure, intérieure, parce que reconstruire sans comprendre, c'est reproduire. Et reproduire, c'est retomber. La première chute ne détruit pas, elle révèle. Elle révèle ce que vous avez confondu. Elle révèle ce que vous avez projeté. Elle révèle ce que vous avez oublié. Et si vous avez le courage de regarder ce qu'elle montre, alors vous ne perdez pas seulement quelque chose. Vous commencez à vous retrouver. Le désastre invisible. Ce qu'on ne pleure pas nous tue. Après la chute, je pensais avoir touché le fond. Je me trompais. La perte d'une entreprise est visible, mesurable, presque logique. Elle laisse des traces concrètes, des papiers, des chiffres, des lieux vides. Mais ce qui est venu ensuite n'avait pas de forme, aucun bruit, aucun signe extérieur qui alerte, juste un glissement lent, presque imperceptible, vers une absence que je ne savais pas encore nommer. Quand elle est partie avec les enfants, je n'ai pas crié, je n'ai pas retenu la porte, je n'ai pas essayé de convaincre. J'ai regardé la scène comme on regarde quelque chose qui ne nous concerne plus vraiment. Son visage était fermé, fatigué, déterminé. Elle n'avait plus de mots pour moi. Et moi, je n'avais plus d'élan pour répondre. Ce n'était pas de la résignation. C'était pire. C'était un effacement. Le bruit de la porte qui se ferme a été net, simple, définitif. Puis, plus rien. Le silence n'est pas toujours vide. Parfois, il est plein. Plein de choses non dites, non vécues, non libérées. Ce silence-là s'est installé en moi comme une présence lourde. Il ne me faisait pas souffrir. Il m'éteignait. Les jours ont commencé à se ressembler. Je me levais sans raison, je marchais sans direction. Je m'asseyais dans ce hangar vide, devenu inutile, et je regardais la poussière flotter dans la lumière. Des heures entières, sans pensée claire, sans émotion distincte, juste une sorte de suspension. Comme si j'étais encore là physiquement, mais déjà parti ailleurs. Je ne pleurais pas, c'est cela que je n'ai pas compris tout de suite. L'absence de douleur ne signifie pas la guérison. Elle peut être une anesthésie, un blocage, un mécanisme de survie qui devient une prison. Je croyais que je tenais, que je gérais, que j'étais fort. En réalité, je disparaissais. Le chagrin est une force vivante. Il a besoin de circuler, de sortir, de se transformer. Si vous le retenez, il ne disparaît pas. Il se densifie, il s'accumule, il devient autre chose. Une masse invisible qui prend de la place sans que vous vous en rendiez compte. Ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était un vide opaque, un trou sans fond, pas un trou douloureux, un trou silencieux. Et ce silence n'était pas paisible, il était étouffant. 6 mois ont passé ainsi. 6 mois sans larmes, sans colère, sans cris, sans véritable présence à moi-même. Les gens me voyaient et disaient que je tenais le coup, que j'étais digne, que je ne m'effondrais pas. Ils se trompaient. L'effondrement avait déjà eu lieu. Il était simplement invisible. C'est cela, le désastre invisible. Ce n'est pas ce qui vous fait tomber. C'est ce qui vous empêche de ressentir que vous êtes tombé. Un homme qui pleure est vivant. Un homme qui ne ressent plus rien commence à s'éteindre. Je me souviens d'un moment précis où j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Pas une prise de conscience brutale, une fissure, une sensation étrange en me regardant dans un miroir. Mon visage était là, mes yeux aussi. Mais il n'y avait plus personne derrière. Je me suis vu, absent. Ce n'est pas la tristesse qui m'a inquiété, c'est son absence. Parce que la tristesse relie encore à ce qui a été perdu. Elle prouve qu'il y a eu de l'attachement, de la vie, de l'amour. Elle est douloureuse, mais elle est vivante. L'absence de tristesse, elle, coupe le lien.
Elle transforme la perte en néant. Et le néant ne guérit pas, il engloutit. Un ami a vu ce que je ne voyais pas. Il ne m'a pas parlé longtemps. Il ne m'a pas donné de conseils. Il ne m'a pas analysé. Il m'a simplement dit de venir avec lui. Nous avons roulé sans parler. Longtemps. Puis, il s'est arrêté en pleine forêt. Il a coupé le moteur. Le silence est revenu, mais ce n'était pas le même silence que celui du hangar. Celui-ci était vivant, présent, dense autrement. Il m'a regardé et il a dit une seule phrase. Crie. Je n'ai pas compris. Je l'ai regardé comme on regarde quelqu'un qui demande l'impossible. Il a répété. Crie. Quelque chose en moi résistait. Pas par fierté, par incapacité. Je ne savais pas comment faire. Comment sortir ce qui n'était même pas identifié comme présent. Il a attendu. Longtemps. Puis, presque malgré moi, quelque chose a cédé. Pas une décision. Une rupture intérieure. Un son est sorti. D'abord faible, incomplet, puis plus fort, plus brut, plus incontrôlable. Et soudain, tout est venu. Pas en douceur, pas avec élégance, en chaos. Les cris sont devenus des sanglots. Les sanglots sont devenus des secousses. Mon corps entier s'est mis à trembler. Pas de manière maîtrisée, pas de manière consciente. Comme si quelque chose enfermé depuis trop longtemps trouvait enfin une sortie. Je ne pleurais pas seulement la perte. Je pleurais l'absence de pleurs. Je pleurais les mois de silence. Je pleurais ce que je n'avais pas laissé vivre en moi. Le temps a disparu. Il n'y avait plus que ce flux, continu, brut, nécessaire. 2 heures. Peut-être plus, peut-être moins. Quand cela s'est arrêté, ce n'était pas une décision. C'était une fin naturelle. Comme une tempête qui a tout donné et qui s'éteint d'elle-même. Je suis resté assis, épuisé, vide différemment. Et pour la première fois depuis des mois, ce vide n'était plus oppressant. Il était ouvert. Quelque chose avait circulé. Quelque chose avait quitté. Quelque chose avait laissé de la place. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont une intelligence du corps, une fonction, un mouvement nécessaire. Elles ne demandent pas la permission. Elles demandent un passage. Quand vous les retenez, vous bloquez ce passage. Et ce qui devait partir reste. Ce qui devait circuler stagne. Ce qui devait alléger alourdit. Le chagrin non pleuré ne disparaît pas. Il se transforme en poids, en fatigue, en perte de sens, en absence de désir, en distance avec soi-même. Il devient un mur entre vous et la vie, un mur entre vous et votre propre ressenti, un mur entre vous et votre capacité à être touché, affecté, traversé. Et un jour, vous vous réveillez, et vous ne savez plus pourquoi vous vous levez. Pas parce que la vie est vide, parce que vous avez fermé la porte à ce qui la rend vivante. Pleurer, ce n'est pas s'effondrer, c'est se nettoyer, c'est évacuer, c'est laisser partir ce qui ne peut pas rester. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une reprise de circulation. Après cette nuit dans la forêt, je ne suis pas devenu heureux. Rien ne s'est réparé d'un coup, mais quelque chose avait changé. Je ressentais à nouveau. La douleur était là, réelle, présente, mais elle ne m'étouffait plus. Elle circulait, elle avait un mouvement. Elle n'était plus une masse figée, et ce mouvement a tout changé. Parce que tant que quelque chose bouge en vous, vous êtes vivant, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si c'est instable. L'immobilité intérieure est plus dangereuse que la douleur. Elle donne l'illusion de la paix, alors qu'elle est une forme d'effacement. J'ai compris ce jour-là que survivre ne signifie pas ne pas tomber, ni ne pas souffrir, ni ne pas pleurer. Survivre, c'est laisser la vie circuler, même quand elle passe par des formes dures. Refuser la douleur, c'est refuser une partie de la vie. Et refuser une partie de la vie, c'est réduire sa propre existence. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un passage. Et si vous ne passez pas par elles, vous restez bloqué là où vous êtes tombé. L'incendie. Quand le passé brûleux, on voit le ciel. Le feu n'a pas crié en entrant, il n'a pas frappé à la porte,
Il n'a pas demandé la permission, il a simplement pris, avalé, transformé. Et ce qui m'appartenait encore quelques heures plus tôt s'est mis à parler une autre langue, celle des cendres et du silence. Et lorsque je me suis retrouvé dehors, pieds nus sur la terre froide, la nuit encore accrochée aux branches des arbres, je n'étais plus un homme qui possédait une maison. J'étais un homme qui regardait disparaître les preuves de sa vie, et ce moment-là ne ressemble à rien de ce qu'on imagine avant de le vivre. Ce n'est pas seulement une perte matérielle, ce n'est pas une scène dramatique comme celle qu'on voit racontée par d'autres. C'est une dislocation intérieure, une séparation brutale entre ce que l'on croyait stable et ce qui se révèle soudain fragile. Et dans cette dislocation, quelque chose d'étrange commence à respirer. Quelque chose de nu, de presque honteux au début. Une présence sans décor, sans passé, accrochée au mur, sans objet pour rappeler qui l'on est censé être. Et cette présence, c'était moi. Mais un moi dépouillé. Un moi que je n'avais jamais rencontré parce qu'il avait toujours été caché derrière des meubles, des habitudes, des souvenirs soigneusement rangés. Et lorsque les flammes ont terminé leur travail, et que les hommes sont partis avec leurs tuyaux et leurs gestes précis, laissant derrière eux une humidité triste et une odeur de bois mort, je suis resté seul face à ce qui restait, c'est-à-dire presque rien, et ce presque rien avait une densité que je n'avais jamais connue auparavant. Comme si le vide lui-même avait du poids, comme s'il me regardait autant que je le regardais. Et j'ai compris que je ne pouvais pas lutter contre ce vide, que je ne pouvais pas le remplir immédiatement, que toute tentative de reconstruction rapide serait une fuite déguisée. Alors je suis resté là, immobile, longtemps, assez longtemps pour que le regard change. Assez longtemps pour que l'habitude de voir des choses cède la place à une autre manière de voir. Et c'est à ce moment-là que mes yeux ont quitté les décombres pour se lever vers le ciel. Non pas par courage, non pas par espoir, mais parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à regarder, et ce geste simple, presque involontaire, a ouvert quelque chose en moi que je n'avais jamais soupçonné. Le ciel n'était plus un plafond lointain au-dessus d'une vie organisée. Il était devenu un espace direct, sans obstacle, sans filtre, immense au point d'effacer toute idée de possession, et dans cet instant, j'ai ressenti une vérité brutale et douce à la fois, une vérité qui ne cherche pas à consoler mais qui éclaire. Ce que j'avais perdu n'était pas le monde. C'était une forme du monde, une configuration particulière, une construction temporaire, et ce qui restait vraiment, c'était la capacité de regarder encore, de respirer encore, d'être encore présent face à quelque chose de plus grand que toutes mes constructions. Et cette prise de conscience n'a pas effacé la douleur, elle ne l'a pas adoucie immédiatement. Elle l'a simplement rendue habitable. Elle lui a donné un cadre plus large, comme si la souffrance cessait d'être un enfermement pour devenir un passage. Et j'ai commencé à comprendre que le feu n'avait pas seulement détruit, il avait révélé, il avait retiré ce qui cachait. Il avait arraché les couches successives derrière lesquelles je m'étais abrité sans le savoir. Et ce processus de révélation est violent parce qu'il ne demande pas notre accord. Il ne suit pas notre rythme. Il impose une vérité que nous aurions refusée dans un autre contexte. Mais une fois qu'elle est là, une fois qu'elle a pris place en nous, il devient impossible de revenir à l'ignorance d'avant. Impossible de croire encore que les choses que l'on possède définissent ce que l'on est. Et c'est là que commence la véritable leçon de l'incendie. Une leçon qui ne se formule pas en mots simples, mais qui se grave dans la manière de voir le monde. Une leçon qui dit que la perte n'est pas seulement un manque, elle est aussi une ouverture, une brèche par laquelle quelque chose de plus vaste peut entrer, à condition de ne pas la refermer trop vite, à condition de ne pas courir immédiatement reconstruire pour éviter de sentir. Et j'ai vu des hommes reconstruire trop vite, empiler des briques sur des cendres encore chaudes, recréer des murs pour ne pas affronter le ciel, et ces hommes-là vivent avec des maisons solides, mais des regards fermés.
alors que celui qui accepte de rester un moment dans l'espace laissé par la destruction découvre une autre forme de stabilité. Une stabilité qui ne dépend plus des objets, une stabilité intérieure qui naît de l'expérience directe du vide traversé. Et cette stabilité-là ne se voit pas, elle ne s'exhibe pas, elle ne se raconte pas facilement, mais elle transforme tout. Elle change la manière de perdre, la manière de reconstruire, la manière même d'exister. Et lorsque plus tard j'ai recommencé à bâtir quelque chose, ce n'était plus avec la même illusion. Ce n'était plus pour me définir. Ce n'était plus pour me protéger d'un manque imaginaire. C'était simplement pour créer, pour participer, pour vivre, avec la conscience claire que tout peut disparaître à nouveau et que cela n'enlèvera rien à ce qui aura été vécu, rien à ce qui aura été vu. Rien n'a cette capacité à lever les yeux quand tout tombe. Et cette capacité, personne ne peut la brûler, personne ne peut la prendre. Elle naît précisément de ce que l'on a perdu. Elle est le cadeau caché dans la destruction, le secret que le feu ne dit pas, mais qu'il laisse derrière lui pour ceux qui acceptent de rester assez longtemps face aux cendres pour comprendre que ce qu'ils regardent n'est pas la fin de leur histoire, mais le début d'un regard plus vaste, plus libre, plus vrai. Et ce regard-là, une fois qu'il s'est ouvert, ne se referme plus jamais complètement, même lorsque les murs reviennent. Même lorsque la vie reprend une forme, il reste une fissure par laquelle le ciel continue de passer. Le cancer. Quand le corps trahit, l'esprit s'entraîne. Le mot est tombé comme une pierre dans un puits sans fond et je n'ai pas entendu l'écho tout de suite. Il a fallu plusieurs secondes avant que le sens remonte à la surface, avant que mon visage ne comprenne ce que mes oreilles avaient déjà reçu. Cancer, un mot court, sec, presque banal dans la bouche du médecin, mais lourd comme un verdict ancien, un mot qui ne décrit pas seulement une maladie, mais une fracture invisible entre l'avant et l'après. Un mot qui ne s'adresse pas au corps seulement, mais à tout ce que vous pensiez être solide dans votre vie. Et je me souviens très précisément de ce moment, non pas pour ce qu'il a détruit, mais pour ce qu'il a révélé, car au lieu de ressentir immédiatement la peur que j'avais vue chez tant d'autres patients, j'ai ressenti une étrange suspension, comme si quelque chose en moi avait cessé de lutter, non pas par résignation, mais par lucidité brutale, comme si une partie silencieuse savait déjà que ce combat ne se jouerait pas là où je l'imaginais. Les jours suivants ont été remplis de gestes techniques, de rendez-vous, de mots médicaux, de protocoles que je comprenais parfaitement puisque j'avais passé ma vie à les expliquer aux autres. Mais comprendre n'aide pas à vivre. Comprendre ne protège pas du froid qui s'installe dans la poitrine quand on réalise que son propre corps devient un territoire incertain. Et pourtant, ce n'est pas la peur de mourir qui m'a le plus frappé. C'est la découverte que mon corps, que je croyais fidèle, n'était pas sous mon contrôle, qu'il vivait selon ses propres lois, qu'il fabriquait en silence quelque chose qui pouvait me détruire sans même me consulter. Et cette idée, plus que la douleur, plus que la fatigue, a fissuré mon ancienne manière de voir le monde, car je n'étais plus le médecin qui explique. J'étais devenu le terrain sur lequel quelque chose se déroule. Les traitements ont commencé, et avec eux une lente transformation que je n'avais jamais observée de l'intérieur, seulement de l'extérieur. Une érosion progressive de tout ce qui donnait au corps son illusion de solidité. Les cheveux qui tombent comme des feuilles en automne, sans prévenir. La fatigue qui ne ressemble pas à la fatigue normale, mais à une sorte de poids intérieur qui vous empêche même de penser correctement. Le regard des autres qui change, non par pitié, mais par distance, comme si vous étiez déjà en train de passer de l'autre côté sans qu'ils sachent comment vous accompagner. Et dans cette lente déconstruction, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment accepté auparavant. Le corps n'est pas un outil fiable, il est un compagnon temporaire, parfois docile, parfois rebelle, parfois silencieusement dangereux. Mais ce qui m'a surpris, ce n'est pas la perte, c'est ce qui a émergé à mesure que je perdais, car plus le corps se fragilisait, plus quelque chose d'autre devenait précis,
comme si le bruit habituel de la vie se retirait pour laisser place à une clarté nue. Et je me suis retrouvé à observer des choses simples, avec une intensité nouvelle. Respirer n'était plus un automatisme, mais un acte presque sacré. Boire de l'eau devenait une expérience complète. Regarder la lumière sur un mur suffisait à occuper 1 heure entière sans ennui. Et ce changement ne venait pas d'un effort volontaire, mais d'une conséquence directe de l'effondrement des distractions. Comme si la maladie retirait une couche après l'autre jusqu'à révéler ce qui reste quand tout le reste disparaît. Je ne pensais plus en termes de projet, ni en termes d'avenir, ni même en termes de réparation, je pensais en termes de présence. Et cette présence n'avait rien de spectaculaire, elle n'était pas joyeuse ni tragique. Elle était simplement là, stable, presque indifférente aux variations du corps. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce que nous appelons vivre est souvent une fuite permanente vers ce qui n'est pas encore, alors que la maladie vous ramène brutalement à ce qui est déjà là, sans possibilité de détour, sans possibilité de négociation. Et ce retour forcé, que beaucoup vivent comme une punition, m'est apparu peu à peu comme une forme d'enseignement brutal, mais honnête. Les jours passaient, parfois lourds, parfois étrangement légers, et je me suis surpris à ressentir de la gratitude dans des moments que j'aurais autrefois considérés comme insignifiants. Un sourire d'infirmière, un rayon de lumière, un instant sans douleur, non pas une gratitude naïve, mais une reconnaissance lucide de la fragilité de chaque chose. Comme si le fait de savoir que tout peut disparaître donnait à chaque détail une valeur nouvelle. Non pas parce qu'il devient rare, mais parce qu'il est vu sans filtre, et cette manière de voir ne m'a plus quitté. Je ne vais pas dire que la souffrance disparaît avec cette compréhension, ce serait un mensonge. La douleur reste la douleur, la fatigue reste la fatigue, mais quelque chose change dans la relation que vous entretenez avec elles. Elles ne sont plus des ennemis à éliminer, mais des phénomènes à traverser. Et cette nuance, qui semble légère en apparence, transforme profondément l'expérience, car vous cessez de lutter contre ce qui est déjà là pour commencer à habiter ce qui se passe réellement. Et c'est là que commence une forme d'entraînement que personne ne vous enseigne. Un entraînement silencieux, sans récompense visible, mais qui renforce quelque chose de beaucoup plus profond que le corps. J'ai compris aussi que l'attente est une forme de souffrance inutile. Attendre d'aller mieux, attendre la fin des traitements, attendre le retour à une vie normale, tout cela crée une distance entre vous et l'instant présent qui devient insupportable. Alors, j'ai arrêté d'attendre, non pas par discipline, mais par épuisement. Et dans cet arrêt, une autre forme de vie est apparue. Plus simple, plus directe, moins ambitieuse, mais étrangement plus réelle. Une vie qui ne dépend pas d'un état futur pour être acceptable. Les médecins parlaient de rémission, un mot rassurant mais temporaire, et moi, je voyais plutôt une suspension, un équilibre fragile qui pouvait basculer à tout moment, et au lieu de chercher une sécurité impossible, j'ai commencé à accepter cette instabilité comme une condition normale. Car la vérité que la maladie révèle sans détour, c'est que rien n'est stable, jamais. Même en pleine santé, nous vivons dans une illusion de permanence que nous confondons avec la réalité. Et perdre cette illusion n'est pas une tragédie, c'est une forme de réveil. Quand les traitements se sont terminés, je n'étais pas redevenu celui que j'étais avant, et heureusement, car revenir en arrière aurait été la vraie perte. J'étais devenu plus lent, plus attentif, moins certain, mais aussi plus ancré dans quelque chose qui ne dépend pas de la performance du corps, et c'est cela que je retiens aujourd'hui. Non pas la maladie elle-même, mais ce qu'elle a obligé à apparaître, une forme de lucidité qui ne peut pas être apprise dans les livres. Une manière de vivre qui ne cherche plus à éviter la fragilité, mais à la traverser. L'art de perdre, sans être perdu. À force de tomber, j'ai fini par comprendre que la chute n'est pas un accident, mais une forme d'enseignement brutal que la vie réserve à ceux qui s'attachent trop à ce qui passe.
Et j'ai mis longtemps à accepter cette idée parce qu'elle dérange, elle contredit tout ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. Elle casse l'illusion que l'effort garantit la stabilité, que la volonté protège de la perte, que le mérite construit des murs solides autour de ce que l'on aime. Alors qu'en réalité, rien ne tient vraiment, rien ne promet de rester, et ce que nous appelons possession n'est souvent qu'un prêt silencieux dont la durée ne nous est jamais révélée. Je croyais posséder, j'ai découvert que je tenais seulement entre mes mains des choses qui pouvaient disparaître sans me demander la permission. Et cette découverte n'a pas été intellectuelle, mais physique. Elle m'a traversé comme une fracture intérieure. Parce que lorsque quelque chose s'effondre, ce n'est pas seulement l'objet que l'on perd, c'est la structure invisible que l'on avait construite autour de lui. C'est l'image de soi, c'est le sentiment de sécurité, c'est la continuité du récit que l'on se racontait sur sa propre vie. Et quand tout cela disparaît en même temps, on ne sait plus exactement qui tombe, ni même ce qui reste debout. Beaucoup pensent que perdre consiste à voir disparaître quelque chose d'extérieur. Mais la vraie perte commence lorsque l'on se rend compte que l'on s'était confondu avec ce que l'on tenait, que l'on avait glissé son identité à l'intérieur d'une maison, d'un rôle, d'un lien, d'un corps en bonne santé, et que lorsque cette chose se retire, elle emporte avec elle une partie de ce que l'on croyait être soi, laissant un espace vide que l'on ne reconnaît pas, un silence que l'on ne sait pas habiter, une sensation étrange d'être encore là sans savoir sous quelle forme. J'ai vu des hommes forts s'écrouler, non pas parce qu'ils avaient tout perdu, mais parce qu'ils ne savaient plus se définir sans ce qu'ils avaient perdu. Et j'ai vu des hommes simples continuer à avancer avec presque rien parce qu'ils n'avaient jamais confondu leur être avec leur possession. Et c'est là que j'ai compris que la perte n'est pas le vrai danger. Le vrai danger, c'est l'attachement aveugle. C'est cette manière de s'accrocher comme si tout devait durer, comme si le monde nous devait une continuité, comme si la vie était un contrat stable, alors qu'elle est un mouvement imprévisible. Perdre devient alors un révélateur, quelque chose qui enlève sans prévenir pour montrer ce qui reste quand tout le reste s'efface. Et ce moment est brutal parce qu'il ne laisse pas de transition, il ne prévient pas, il ne prépare pas, il arrache, et dans cet arrachement, il y a une vérité que l'on ne voulait pas voir. Une vérité simple et presque froide. Rien ne nous appartient vraiment, tout nous traverse. Tout passe par nous. Et vouloir retenir ce qui doit partir crée une souffrance inutile, une résistance qui transforme la chute en déchirure. J'ai résisté longtemps, j'ai essayé de retenir, de comprendre, de reconstruire trop vite, de remplacer ce qui était perdu comme si le vide devait absolument être comblé. Et cette précipitation m'a épuisé plus que la perte elle-même, parce que vouloir combler un vide sans l'avoir regardé, c'est comme poser un toit sur une maison dont les fondations sont fissurées, tout paraît stable un instant, puis tout s'écroule à nouveau et chaque chute devient plus lourde que la précédente. Un jour, quelque chose a changé, non pas parce que j'ai trouvé une solution, mais parce que j'ai cessé de chercher à en trouver une immédiatement. J'ai laissé le vide être là sans le remplir. J'ai laissé la perte exister sans la transformer en problème à résoudre. Et dans ce silence inconfortable, quelque chose de plus profond a commencé à apparaître. Une forme de présence dépouillée, sans rôle, sans masque, sans justification. Une présence qui n'avait pas besoin de posséder pour exister. Et c'est à ce moment que j'ai compris que perdre pouvait aussi être une manière de revenir à quelque chose de plus essentiel. Perdre sans être perdu demande une chose que peu acceptent. Rester là, au cœur de ce qui manque, sans fuir immédiatement, sans distraire la douleur, sans transformer la chute en spectacle ou en stratégie de rebond rapide, mais simplement rester, respirer, observer ce qui se passe à l'intérieur, regarder les pensées qui surgissent, les peurs qui montent, les souvenirs qui insistent, et ne pas s'y accrocher, les laisser passer comme on laisse passer un orage, sans essayer de contrôler la pluie. Ce n'est pas une posture facile, ce n'est pas une sagesse abstraite. C'est une discipline silencieuse qui se construit dans les moments où tout pousse à fuir. Et pourtant, c'est dans ces moments que quelque chose de solide se forme. Quelque chose qui ne dépend plus de ce que l'on possède, mais de la manière dont on traverse ce que l'on perd. Et cette différence change tout, parce qu'elle transforme la perte en passage plutôt qu'en fin. J'ai compris aussi que la douleur n'est pas là pour être éliminée immédiatement.
Elle est là pour être traversée, et vouloir la supprimer trop vite empêche de comprendre ce qu'elle montre. Car chaque perte révèle un attachement. Chaque attachement révèle une peur, et chaque peur pointe vers une illusion que l'on avait prise pour une certitude. Et tant que cette illusion reste intacte, la même chute se répète sous des formes différentes. Perdre devient alors une forme de nettoyage, brutale mais nécessaire, une manière de retirer ce qui encombre, ce qui alourdit, ce qui donne une fausse impression de stabilité. Et même si cela fait mal, même si cela laisse des traces, cela ouvre aussi un espace que rien d'autre ne peut ouvrir. Un espace où l'on peut reconstruire autrement, non pas en accumulant mais en comprenant, non pas en sécurisant mais en acceptant l'incertitude comme une partie naturelle de l'existence. Ce que j'ai appris, ce n'est pas comment éviter de perdre. Personne ne peut éviter cela, ce que j'ai appris. C'est comment rester entier même quand quelque chose s'effondre, comment ne pas confondre ce qui disparaît avec ce que je suis. Comment laisser partir sans me perdre moi-même dans ce départ. Et cette capacité ne vient pas d'une force spectaculaire. Elle vient d'une forme de souplesse intérieure, une capacité à plier sans casser, à accepter sans renoncer à exister. Perdre sans être perdu, c'est finalement comprendre que l'on est plus vaste que ce que l'on tient, que l'on est plus profond que ce que l'on montre, et que même lorsque tout semble disparaître, il reste toujours quelque chose qui ne s'effondre pas, quelque chose de discret, de silencieux, mais de stable, et c'est à partir de là que l'on peut continuer. Non pas comme avant, jamais comme avant, mais autrement, plus lucide, plus léger et étrangement plus vivant. Les 3 choses qui restent toujours. Après 3 effondrements, je n'ai plus cherché à reconstruire immédiatement. Je n'ai plus couru après ce qui s'effondre. Je n'ai plus tenté de remplacer ce qui disparaît. J'ai simplement observé longuement, presque froidement, comme un homme assis au milieu des ruines qui cesse enfin de paniquer et commence à regarder ce qui n'a pas brûlé, ce qui n'a pas été emporté, ce qui ne dépendait pas de ce qui a disparu. Et c'est dans ce silence, pas dans l'action, que j'ai compris que tout ce que je croyais essentiel ne l'était pas vraiment, et que tout ce qui était réellement essentiel n'avait jamais fait de bruit, n'avait jamais demandé d'attention, n'avait jamais été au centre de ma vie tant que tout allait bien, comme si la vie cachait ses vérités dans ce que l'on considère comme banal, presque invisible, et que seules les pertes avaient le pouvoir de révéler ses fondations silencieuses. Je me suis rendu compte que ce qui reste ne ressemble jamais à ce qu'on protège, parce que ce qu'on protège est souvent fragile, construit, accumulé, dépendant du monde extérieur, alors que ce qui reste appartient à une autre catégorie. Une catégorie que je n'avais jamais étudiée, une catégorie qui ne se possède pas, qui ne se montre pas, qui ne s'exhibe pas, mais qui soutient tout le reste sans jamais réclamer de reconnaissance. Et c'est en perdant que j'ai commencé à distinguer cette différence, cette frontière invisible entre ce qui peut disparaître et ce qui ne disparaît pas. La première chose qui m'est apparue n'était pas spectaculaire, elle était même presque décevante si on la regarde avec les yeux d'avant. Mais avec les yeux d'après, elle devient immense, c'est la capacité à avancer. Pas au sens grandiose, pas au sens de réussir ou de progresser, simplement avancer. Mettre un pied devant l'autre, se lever quand le corps est lourd, sortir même quand il n'y a nulle part où aller, marcher sans objectif précis, sans destination, sans résultat attendu, juste pour ne pas rester figé. Et j'ai compris que cette capacité est une forme de richesse brute, primitive, presque animale, une liberté que personne ne valorise tant qu'elle est là, mais qui devient une puissance lorsque tout le reste s'effondre. Parce que tant que tu peux avancer, rien n'est complètement terminé. Tant que tu peux te déplacer, physiquement ou intérieurement. Tu refuses la fin définitive. Tu refuses de devenir immobile dans ta propre vie, et cette simple possibilité de mouvement est plus forte que toutes les sécurités que j'avais construites auparavant. Marcher m'a sauvé plus d'une fois sans que je m'en rende compte sur le moment. Marcher sans réfléchir, marcher sans but, marcher avec le poids dans la poitrine, marcher avec les pensées qui tournent en rond,
Marcher jusqu'à ce que le corps prenne le relais du mental, jusqu'à ce que les idées cessent de tourner et que le rythme des pas impose une autre logique. Une logique plus lente, plus stable, plus ancienne que les pensées elles-mêmes. Et j'ai compris que la marche n'est pas seulement un déplacement, c'est une réinitialisation, une façon de ne pas rester enfermé dans l'endroit exact où la chute a eu lieu. Une manière de dire au monde, sans mots, que quelque chose en toi refuse de s'arrêter complètement. La deuxième chose est plus difficile à accepter parce qu'elle touche à l'orgueil, à l'image de soi, à cette illusion d'indépendance que j'ai longtemps confondue avec la force. Il s'agit de la capacité à tendre la main. Pas seulement physiquement, mais intérieurement, reconnaître que l'on a besoin d'aide, accepter de ne pas être suffisant à soi-même, et surtout accepter que l'aide ne diminue pas ce que l'on est, mais révèle au contraire une dimension que l'on refusait de voir, celle de la relation, celle du lien, celle de l'interdépendance silencieuse qui existe entre les êtres, même quand ils ne se connaissent pas. J'ai reçu de l'aide de personnes que je n'aurais jamais regardées auparavant, des inconnus, des gens simples, des visages sans importance dans mon ancienne vie. Et pourtant, ces personnes ont été des piliers dans des moments où tout s'écroulait, et cela a fissuré quelque chose en moi. Une croyance profonde selon laquelle je devais tout porter seul, que ma valeur dépendait de ma capacité à ne pas dépendre des autres. Et cette croyance s'est révélée être une faiblesse déguisée, une rigidité inutile, une forme de peur mal habillée, parce que refuser l'aide, ce n'est pas être fort, c'est refuser de participer à ce qui rend les humains vivants entre eux. Tendre la main n'est pas un geste spectaculaire, ce n'est pas une scène dramatique. C'est souvent un mot simple, une demande discrète, un aveu à peine audible, et pourtant c'est un passage, un basculement. Un moment où l'on cesse de se battre contre tout et où l'on accepte d'être porté un instant, et ce moment ne te détruit pas. Il te transforme, il t'apprend que tu n'es pas seul même quand tu te sens seul, et que la solitude totale est plus une construction mentale qu'une réalité absolue. La troisième chose est la plus difficile à expliquer, parce qu'elle ne se voit pas, ne se mesure pas, ne se prouve pas, et pourtant c'est celle qui a été la plus constante, la plus fidèle, la plus silencieuse à travers toutes les pertes. Je l'appelle la petite flamme, faute de mieux, mais ce mot est pauvre par rapport à ce que c'est réellement. Car il ne s'agit pas d'une émotion, ni d'une pensée, ni d'un espoir au sens habituel. C'est une présence, quelque chose qui reste là même quand tout le reste s'effondre, même quand tu n'as plus envie, même quand tu ne comprends plus, même quand tu es épuisé, même quand tu penses que tout est fini. Cette flamme ne brûle pas fort, elle ne te donne pas de grandes révélations. Elle ne te promet rien, elle ne t'explique rien, mais elle refuse de s'éteindre, et c'est cette obstination silencieuse qui fait toute sa force. Elle ne dépend pas de tes réussites, elle ne disparaît pas avec tes pertes, elle ne change pas selon tes circonstances. Elle est là, constante, presque indifférente aux événements, et c'est pour cela qu'elle est fiable, c'est pour cela qu'elle devient un repère quand tout le reste devient instable. J'ai essayé de comprendre d'où elle venait, si elle appartenait au corps, à l'esprit, à quelque chose de plus grand. Mais aucune réponse ne m'a satisfait, parce qu'elle ne semble pas appartenir à un système que l'on peut expliquer facilement. Elle est simplement là, comme une évidence que l'on ignore tant que tout va bien, et que l'on redécouvre quand tout s'écroule. Et cette redécouverte change la perception de tout le reste, parce que si quelque chose en toi ne s'éteint pas, alors tout ce que tu perds ne peut pas être l'essentiel. Cette flamme ne te sauve pas au sens classique, elle ne te sort pas de la douleur, elle ne te protège pas des pertes, mais elle te permet de traverser sans disparaître complètement. Elle maintient une continuité invisible entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Elle empêche la rupture totale, elle garde un fil, même très fin, même presque imperceptible, mais suffisant pour ne pas tomber dans le néant intérieur. Et en réunissant ces trois choses, avancer, tendre la main et garder contact avec cette flamme, j'ai compris que ce que l'on appelle richesse n'a rien à voir avec ce que j'avais poursuivi pendant des années. Parce que ces trois éléments
ne peuvent pas être volés, ne peuvent pas être détruits par un événement extérieur, ne peuvent pas être retirés par une circonstance, ils peuvent être oubliés, négligés, ignorés, mais ils restent disponibles, toujours, comme une base minimale sur laquelle une vie peut se reconstruire sans garantie, sans promesse, mais avec une stabilité que rien d'extérieur ne peut offrir. Et c'est là que quelque chose s'est inversé en moi, une compréhension lente, mais irréversible, une bascule dans la manière de voir, parce que je n'ai plus cherché à accumuler pour me sécuriser, je n'ai plus cherché à contrôler pour éviter de perdre. J'ai commencé à reconnaître que la vraie sécurité n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on ne peut pas perdre. Et cette idée change tout. Elle enlève une pression immense, elle retire cette peur constante de voir tout disparaître. Parce que même si tout disparaît, il reste quelque chose, et ce quelque chose est suffisant pour recommencer. Pas comme avant, jamais comme avant, mais autrement, et cet autrement devient une nouvelle manière de vivre, moins fragile, moins dépendante, moins illusionnée. Ce que j'ai appris ne se résume pas à une phrase, ne se transforme pas en conseil simple, ne s'enseigne pas facilement. Mais si je devais le dire autrement, je dirais que perdre m'a montré ce qui ne dépend pas de la perte. Et que ce qui ne dépend pas de la perte est la seule chose qui mérite d'être considérée comme stable, comme réelle, comme digne de confiance, et tout le reste, tout ce que j'avais placé au centre de ma vie, n'était que provisoire, utile peut-être, agréable parfois, mais jamais essentiel, jamais fondamental, jamais capable de soutenir une vie quand elle vacille. Et c'est ainsi que, sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, sans l'avoir compris immédiatement, j'ai cessé de craindre totalement la perte, non pas parce que j'aime perdre, non pas parce que je suis devenu insensible, mais parce que je sais maintenant que même dans le pire, quelque chose reste, et que ce quelque chose, discret, silencieux, presque invisible, est suffisant pour ne pas être détruit complètement, et peut-être même, parfois, pour devenir autre chose que ce que l'on était avant. Tomber sans se briser. La technique en 5 points. La chute ne prévient pas, elle ne demande pas la permission, elle ne s'adapte pas à ton état, elle ne choisit pas un moment où tu es prêt. Elle arrive exactement quand tu ne l'es pas. Et c'est pour cela que toutes les idées que tu avais sur ta propre force deviennent inutiles au moment précis où tu en aurais le plus besoin. Parce que la force que tu imaginais était une force de surface, une force de situation, une force conditionnée par le fait que tout allait encore à peu près bien, alors que la chute exige autre chose, une force nue, une force sans décor, une force qui ne dépend plus de ce que tu contrôles, mais de ce que tu es quand tu ne contrôles plus rien. Et c'est cette force-là que j'ai dû apprendre. Non pas dans les livres, non pas dans les discours, mais dans le moment brut où tout se dérobe et où tu comprends que tu ne peux plus tricher avec toi-même. Ne pas mentir à la douleur a été la première rupture, la plus difficile, parce que tout en moi était programmé pour masquer, atténuer, reformuler, enjoliver, transformer la réalité en quelque chose de supportable. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était une forme d'intelligence, une manière de survivre, une façon de garder la tête haute, mais la vérité est plus dure, plus simple, plus tranchante. Mentir à la douleur ne la fait pas disparaître, cela la déplace, cela la comprime, cela la rend plus dense, plus silencieuse, plus dangereuse, et ce qui n'est pas exprimé ne meurt pas, cela s'installe, cela s'infiltre, cela devient une présence constante qui altère tout le reste, tes décisions, tes relations, ta manière de voir le monde, et un jour, tu ne sais même plus pourquoi tu te sens lourd, parce que tu as accumulé des douleurs que tu n'as jamais reconnues. Dire « j'ai mal » n'est pas une faiblesse, c'est un acte de précision, c'est une manière de poser une vérité brute sur la table sans chercher à la transformer, sans chercher à la rendre acceptable, et cette vérité a un effet étrange, elle ne supprime pas la douleur, mais elle la clarifie, elle lui donne une forme, une limite, une place,
et une douleur qui a une place est moins envahissante qu'une douleur diffuse, insaisissable, incontrôlable. Et j'ai compris que la lucidité est plus apaisante que le mensonge, même si elle est plus dure au départ, parce qu'au moins tu sais à quoi tu fais face. Trouver un témoin a été une autre étape, encore plus dérangeante, parce qu'elle exige de sortir de cette illusion d'autosuffisance que beaucoup d'entre nous portent comme une armure. Une armure qui semble solide tant que rien ne l'atteste vraiment, mais qui devient une prison dès que tu traverses quelque chose de trop lourd pour être contenu seul. Et le problème n'est pas seulement le poids de la douleur, c'est le fait de la porter sans regard extérieur, sans miroir, sans résonance, et une douleur qui n'est jamais entendue finit par devenir une vérité absolue, incontestable, fermée. Alors qu'un simple regard extérieur, une présence, une écoute, même silencieuse, peut créer un espace, une distance, une respiration. Le témoin n'est pas là pour réparer, ni pour conseiller, ni pour guider, et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Parce qu'il ne prend pas le contrôle de ce que tu traverses, il ne transforme pas ton expérience, il ne la juge pas, il ne la compare pas, il est simplement là. Et cette présence simple, sans intervention, sans correction, sans intention cachée, crée une forme de stabilité, une ancre dans un moment où tout est instable, et j'ai compris que l'on ne traverse pas certaines choses seul, non pas parce que l'on est incapable, mais parce que la présence d'un autre change la nature même de ce que l'on vit. Faire une petite chose chaque jour semble insignifiant tant que l'on n'a pas connu l'immobilité intérieure. Mais lorsque la perte fige tout, lorsque l'énergie disparaît, lorsque le simple fait de se lever devient une décision difficile, cette petite action devient un acte de résistance, un geste presque invisible mais fondamental, parce qu'il réintroduit du mouvement là où tout est bloqué, il casse l'inertie, il crée une fissure dans la paralysie, et cette fissure, aussi petite soit-elle, suffit parfois à empêcher l'effondrement total. Il ne s'agit pas de performance, il ne s'agit pas de progrès visible, il ne s'agit pas de se prouver quelque chose. Il s'agit simplement de ne pas rester complètement immobile, de ne pas céder entièrement à la force de la chute. Et j'ai appris que ce n'est pas l'intensité de l'action qui compte, mais sa continuité, sa régularité, sa présence, même minimale. Et qu'une petite action répétée dans un état difficile a plus de valeur qu'une grande action réalisée dans un état facile, parce qu'elle construit quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Accepter l'aide a été sans doute le point le plus inconfortable, parce qu'il touche à quelque chose de profondément ancré, une forme de fierté mal comprise, une idée selon laquelle recevoir diminue, selon laquelle dépendre affaiblit, selon laquelle demander expose, et pendant longtemps j'ai résisté, refusé, contourné, comme si accepter l'aide revenait à reconnaître une forme d'échec définitif. Mais cette vision s'est effondrée face à la réalité, parce qu'à un certain niveau de chute, refuser l'aide ne prouve rien. Cela ne renforce rien, cela ne protège rien, cela isole, cela épuise, cela ralentit la reconstruction. Et surtout, cela empêche de voir que l'aide n'est pas une faiblesse, mais une fonction naturelle des relations humaines. Dire oui à l'aide n'est pas abandonner sa responsabilité, ce n'est pas se reposer entièrement sur les autres. C'est accepter une transition, un moment où l'on est porté avant de pouvoir porter à nouveau, et cette transition est essentielle. Elle permet de traverser des phases où l'on n'a pas les ressources nécessaires. Elle évite la rupture. Elle maintient un minimum de stabilité. Et j'ai compris que ceux qui acceptent l'aide ne sont pas plus faibles. Ils sont plus réalistes. Ils reconnaissent simplement que certaines étapes ne se traversent pas seules. Savoir que ça passera a été la seule chose qui m'a permis de ne pas sombrer complètement, non pas comme une croyance naïve, non pas comme un espoir artificiel, mais comme une observation répétée, presque scientifique, parce que j'ai vu la douleur évoluer, changer, se transformer, jamais rester exactement la même, jamais figée dans une intensité constante.
Et cette variabilité m'a montré que rien ne reste stable, même ce qui semble insupportable, même ce qui semble définitif, et cette compréhension n'efface pas la douleur, mais elle empêche de croire qu'elle est éternelle. Dire que ça passera ne signifie pas que tout ira mieux, ne signifie pas que tout sera réparé, ne signifie pas que l'on reviendra à un état antérieur. Cela signifie simplement que ce que tu ressens maintenant ne restera pas identique, que l'intensité diminuera, que la forme changera, que la perception évoluera, et cette simple idée crée une ouverture, une possibilité, un espace dans lequel tu peux respirer même si la situation reste difficile. La perte ne tient pas le coup sur la durée, elle n'a pas cette capacité, elle se transforme, elle s'érode, elle se déplace, alors que toi, si tu tiens, si tu restes, si tu continues même lentement, même imparfaitement, même sans comprendre complètement, tu développes une résistance différente, une résistance qui ne vient pas de la force brute, mais de la continuité. Et cette continuité finit par l'emporter, non pas comme une victoire spectaculaire, mais comme une stabilité retrouvée, une capacité à être encore là malgré tout ce qui a été perdu. Ces 5 points ne sont pas une solution, ils ne suppriment pas la chute, ils ne garantissent rien, mais ils créent un cadre, une manière de traverser sans se dissoudre complètement, une manière de rester entier même lorsque tout se fragmente autour de toi. Et c'est cela que j'appelle ne pas se briser, non pas rester intact, non pas rester identique, mais rester présent, rester vivant, rester capable de continuer malgré la transformation, malgré la perte, malgré ce qui ne reviendra jamais. Et avec le temps, j'ai compris que tomber n'est pas l'exception. C'est une partie du mouvement, mais se briser n'est pas obligatoire. C'est une possibilité, une conséquence de certaines attitudes, et ces attitudes peuvent être modifiées, ajustées, apprises, non pas parfaitement, non pas immédiatement, mais progressivement à travers chaque chute, à travers chaque expérience, jusqu'à ce que quelque chose en toi cesse de résister inutilement et commence à s'adapter, non pas en se durcissant, mais en devenant plus souple, plus stable, plus ancré dans ce qui ne disparaît pas. J'écris ces lignes avec une lucidité calme, presque tranquille, comme un homme assis au bord de quelque chose qu'il ne cherche plus à fuir ni à comprendre davantage, parce qu'il a déjà suffisamment regardé, suffisamment perdu, suffisamment traversé pour ne plus confondre la durée avec la valeur. Et je sais que ce livre me survivra peut-être de quelques jours, de quelques semaines, mais cela n'a plus d'importance. Car ce qui devait être transmis l'est déjà, non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'espace qu'ils ouvrent en vous, si vous acceptez de les laisser rentrer sans résistance. Vous allez perdre, oui, et il est inutile de vous mentir à ce sujet ou de vous vendre une illusion rassurante. Car la perte fait partie du mouvement même de vivre. Elle n'est pas une erreur, elle n'est pas une injustice particulière dirigée contre vous. Elle est une loi silencieuse qui traverse chaque existence, chaque attachement, chaque construction. Et vouloir y échapper revient à vouloir arrêter le temps, ce qui est impossible. Mais comprendre cela change la manière dont on tombe, la manière dont on regarde ce qui disparaît, la manière dont on se relève ou dont on reste debout intérieurement même lorsque tout semble s'écrouler à l'extérieur. Perdre n'est pas la fin, jamais, même lorsque cela en a l'apparence, même lorsque tout en vous crie que plus rien ne sera possible. Parce que ce qui se termine n'est jamais l'ensemble de ce que vous êtes, seulement une forme, une structure, une histoire à laquelle vous vous étiez attaché. Et cet attachement est naturel, humain, inévitable. Mais il ne définit pas votre totalité, il n'en est qu'une expression temporaire, une configuration parmi d'autres. Et lorsque cette configuration disparaît, il reste quelque chose, toujours. Quelque chose de plus discret, de plus profond, de moins visible, mais infiniment plus stable. Vous êtes plus vaste que ce que vous perdez, même si vous ne le ressentez pas immédiatement. Même si la douleur vous rétrécit, même si la chute vous donne l'impression d'avoir tout emporté avec elle. Car cette impression appartient au moment, pas à la réalité complète, et avec le temps, lentement, sans bruit, vous redécouvrirez cette présence en vous qui n'a pas été touchée, qui observe, qui traverse, qui continue. Et c'est sur elle
que tout peut se reconstruire, différemment, plus sobrement, mais aussi plus solidement. Je ne vous souhaite pas d'éviter les chutes, car elles viendront sous une forme ou une autre. Mais je vous souhaite de ne pas vous identifier entièrement à ce qui tombe, de ne pas confondre la perte avec votre essence, de garder en vous cette souplesse qui permet de plier sans se rompre, d'accepter de changer de forme sans croire que vous avez disparu. Et si un jour vous vous brisez, ce qui peut arriver, alors je vous souhaite la patience de rassembler les morceaux. Non pas pour redevenir ce que vous étiez, mais pour devenir autre chose, quelque chose de plus conscient, de plus vrai, de moins dépendant des apparences. Je m'arrête ici, sans conclusion définitive, parce qu'il n'y en a pas, seulement une continuité qui vous appartient désormais. Et si ces mots vous accompagnent un peu dans vos propres chutes, alors ils auront trouvé leur place, discrètement, comme tout ce qui compte vraiment.